Donc, bienvenue à tout le monde. Ce soir, nous avons une formation au trading actif. Le sujet, c'est trader le Nasdaq avec la stratégie LW Proxy Index. Nous sommes le jeudi 2 mai 2018 et je suis Pascal Hirtz. Alors, attaquons pour voir quel sera l'agenda de la soirée. Donc, la première chose, c'est qu'on va faire un petit rappel. Quels sont les contrats CFD futurs possibles, je dirais, pour trader le Nasdaq. Donc, on regardera un petit peu leurs caractéristiques. Après, je toucherai un mot sur la question des stratégies qui sont intégrées dans la plateforme NanoTrader. Et on va en sélectionner une, c'est la stratégie LW Proxy Index, qui sera le sujet de notre présentation et que je présenterai en détail. Et puis, dans une deuxième partie, je dirais, par rapport à cette stratégie, je montrerai comment on peut utiliser une fonctionnalité particulière de la plateforme NanoTrader qui s'appelle l'optimisation ou l'optimiseur. Et cette fonctionnalité, je vais vous montrer comment elle vous permet de trouver des bons réglages pour des stratégies en vue de les trader, je dirais, soit en manuel, soit en automatique. Alors, pour rappel, les contrats qui sont disponibles sur le Nasdaq, donc il y en a essentiellement deux. Il y en a un qui est un contrat futur. On appelle ce contrat le mini Nasdaq. Par rapport à l'autre contrat sur le côté ici, ce contrat-là, c'est un CFD. Il s'appelle l'US Tech parce que le Nasdaq, bien sûr, c'est un indice composé de beaucoup d'actions technologiques américaines. En termes d'horaire, ce sont les mêmes. À la base, le futur ici, il traite sur le Chicago Mercantile Exchange, le CME, et c'est lui qui va dicter un petit peu d'une certaine manière l'évolution des prix pour le CFD US Tech. Donc, en gros, ça fonctionne quasiment 24 heures sur 24, si ce n'est que il y a une petite pause entre 22h15 et 22h30 et entre 23h et minuit. Mais grosso modo, de minuit jusqu'à 22h15, c'est non-stop. Et pour le CFD, c'est la même chose. Alors après, en termes de taille, ce qui est intéressant, c'est premièrement, c'est de regarder la valeur d'un écart de prix minimal. Donc, dans le cadre du mini Nasdaq, c'est 0,25 points. Dans le cadre du US Tech, c'est 0,10. Et ce qui ne veut pas dire que le spread minimum est inférieur pour le US Tech. Au contraire, on va dire le mini Nasdaq, lui, il va trader très souvent avec le tick, un tick, qui est l'écart minimal. Ça sera 0,25 points. Mais le US Tech, lui, il va trader avec un point constant durant les heures américaines. C'est-à-dire à partir de 15h30 jusqu'à 22h, il va trader avec un point. D'accord? Donc ça veut dire que d'un point de vue fondamentalement, c'est moins cher de trader le mini Nasdaq futur que le US Tech, à condition d'avoir les sous pour pouvoir comment dirais-je, ouvrir une position telle que celle du mini Nasdaq. Alors justement, en termes de position, quelle est la valeur vraiment du contrat? On voit ça en dessous. Premièrement, un point, ça vaut 20 $, alors que pour le US Tech, ça vaut 2. 7000 points représentent 140 000 $, alors que dans le US Tech, ça représente 14 000. Donc il y a un ratio de 10. Et en termes de marge, la marge intraday, c'est 1450. Donc remarquez que la marge intraday, elle est assez faible, je dirais, par rapport à la taille au nominal. Et là, j'ai mis en fait la marge intraday telle qu'elle va devenir d'ici quelques semaines lorsque la nouvelle réglementation qui restreint, qui diminue les effets de levier entrera en vigueur. Et dans ce cas-là, le levier maximum, ça sera 20. Donc ça veut dire la marge, ça sera 5%, c'est-à-dire 700. Donc vous voyez qu'en fait,
le mini Nasdaq futur aura un effet de levier maximum, on va dire, plus grand. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut utiliser cet effet de levier, mais c'est juste pour montrer un peu la différence entre le CFD, le Nasdaq. Alors, si vous n'avez pas de questions, je continue. Alors, notre société contrôle le développement de sa plateforme de trading qui s'appelle NanoTrader. Et nous avons développé, je dirais, une zone à l'intérieur de NanoTrader qui est une zone de stratégie. Ces stratégies, elles sont explicitées sur notre site web. Ces stratégies proviennent de traders connus, de traders qui ont écrit des livres, donc toutes les informations sur leurs stratégies sont devenues publiques, donc on a le droit de les insérer dans la plateforme, et elles viennent aussi de nos contacts parmi des formateurs, des coachs de différents pays en Europe, et aussi certaines stratégies viennent tout simplement de nous-mêmes, et ou de même certains clients ou certains autres contacts, quoi. L'intérêt avec ces stratégies, c'est que premièrement, elles représentent une façon de penser différente, souvent de notre propre façon de penser. Donc, elles représentent une ressource variée sur des façons différentes d'approcher le marché. Et de ce point de vue, c'est très intéressant parce que vous apprenez avec le savoir-faire des autres. D'un autre côté, ces stratégies, elles sont paramétrables, c'est-à-dire qu'on peut les modifier. Le créateur de la stratégie les a peut-être appliquées dans un certain contexte, à une certaine époque, sur un certain type d'instrument, et vous allez juste l'utiliser sur votre instrument préféré, avec une autre unité de temps et dans un autre contexte, etc. Donc, la stratégie est adaptable, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, justement, nous allons nous intéresser à l'une des stratégies de cette liste. Vous voyez sur le côté gauche, on voit une liste, un extrait d'une liste, puisqu'il y a 58 stratégies aujourd'hui. Cette stratégie en question, elle s'appelle LW Proxy Index. Et cette stratégie m'a plu lorsque je l'ai découverte, parce que je ne la connaissais pas avant. Et donc, en fin d'année dernière, je l'ai découverte. Elle a été rajoutée dans la plateforme. Et j'ai tout de suite trouvé qu'elle donnait des bons backtests avec différents instruments, comme le Nasdaq, justement, comme des métaux, comme par exemple l'argent, et certains autres instruments dont je ne me rappelle plus lesquels. Mais ça m'a donné une bonne impression. Et je me suis dit, ça me donne envie de la montrer à nos clients ou à nos prospects. Et c'est pour ça que nous sommes là d'une certaine manière ce soir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que le fondateur de cette stratégie s'appelle Larry Williams, qui est un trader américain qui a écrit des livres. Et vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez trouver des choses sur ce sujet. Toujours est-il que on va maintenant s'intéresser justement à la stratégie en question. Et ce qui va être intéressant, c'est que je vais vous montrer une technique après, une technique à base de cet optimiseur qui permet en fait en prenant une stratégie comme ça de notre liste de stratégies, d'aller assez rapidement vers, je dirais, de trouver facilement des réglages qui permettent de donner des bons résultats avec la stratégie que l'on étudie. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet de se mettre en position de, pourquoi pas, trader en automatique ou trader en manuel et de voir est-ce que la performance va se répéter dans le futur. Alors, commençons par un petit descriptif général de la stratégie LW Proxy Index. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le créateur de la stratégie, c'est Larry Williams. Le concept, c'est d'identifier des zones de renversement de tendance.
Le graphique est en 1 minute. Vous avez bien sûr toute la liberté de changer, d'essayer d'autres unités de temps. Si vous trouvez des choses qui marchent mieux, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le résultat. Moi, dans mes recherches, je suis resté avec l'1 minute, qui était un petit peu l'idée d'origine de M. Williams. La stratégie génère 5 à 8 signaux par jour, par instrument. Bon, ça, c'est en supposant que vous traitiez toute la journée, ce qui ne doit jamais être le cas, puisque à l'intérieur d'une journée, vous avez des moments qui sont propices au trading et d'autres moments qui sont moins propices, par notamment l'absence de volatilité. Et donc, c'est à vous de trouver un peu c'est quoi ces périodes-là. Et dans ce cas-là, peut-être ça ne générera plus 5 à 8 signaux, mais peut-être 1 ou 2 signaux ou 3 signaux par jour, quoi. L'application, elle peut être manuelle, semi-automatique, c'est-à-dire vous rentrez en position sur base par exemple, d'une alerte, vous vous faites alerter lorsqu'il y a un signal, vous regardez si le signal vous plaît, vous enchaînez par un trade, et le mot automatique dans semi-automatique veut dire que un stop, un objectif vont se placer automatiquement, et le côté gestion de la position va être automatisé. Ou alors il y a le mode entièrement automatique que moi je pratique depuis maintenant 4 ans, et il faut se mettre en mode auto-ordre, et dans ce cas-là, le déclenchement se fait automatiquement et la gestion se fait aussi automatiquement, quoi. Alors je dis adapté à tous les instruments financiers. En tout cas, je l'ai essayé sur plusieurs instruments, et j'ai trouvé assez facilement des instruments sur lesquels ça marchait pas mal. Donc je pense que ça fonctionne un petit peu sur tout. Ça ne veut pas dire que ça se fonctionne avec les mêmes résultats ou la même constance, mais ça vaut la peine d'être essayé en tout cas sur différents instruments. Et notamment si vous avez l'habitude de travailler sur autre chose que des indices, n'hésitez pas à tester ça. Alors, ici, grâce à quelques 2-3 slides, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc, à quoi ressemble la stratégie. Vous voyez cet extrait de notre plateforme. En fait, ça c'est l'écran principal. Vous voyez qu'on est sur du 1 minute. Mini Nasdaq Mars, ça veut dire qu'on est sur le contrat Nasdaq futur, le mini Nasdaq, comme on dit. Alors, la stratégie contient comme premier élément structurant un filtre de tendance. Ce filtre de tendance, c'est une moyenne mobile de 200, moyenne mobile simple, de 200 périodes, 200 minutes divisé par 60, ça fait 3 heures et quelques. Donc, la moyenne se base sur les 3 dernières heures, grosso modo, et elle donne la direction en fait de la tendance et la direction dans laquelle on va trader. Ça veut dire que sur la base de cette information, dans le cas présent, on voit que ici, quand on commence avant 14h55, vous voyez cette zone mauve, ça représente un filtre bloqueur. Donc on ne trade pas avant, a priori 15 heures ici. Ici, on commence à être potentiellement en position de trader. Le marché du Nasdaq est souvent un petit peu plat jusqu'à ce que le coup de sifflet retentisse à 15h30. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, à partir de 15h, vous pouvez avoir des signaux. Vous voyez qu'ici, il y a eu quoi? Il y a eu 1, 2, il y a eu 3 signaux sur à peu près 3 heures de temps. Cette phase bleue, c'est la phase de tendance haussière parce que le marché ici, pas le marché, mais disons la moyenne mobile 200 est à la hausse et que le marché est, en fait, c'est que le marché est au-dessus de la moyenne mobile 200. C'est ça le vrai critère. Puisque ici, vous voyez que le marché descend sous la moyenne mobile et le fond d'écran devient rose, c'est-à-dire que maintenant, la stratégie considère qu'il faut être plutôt short. Donc, la stratégie va automatiquement filtrer. Elle ne va pas considérer des signaux short, elle va que considérer des signaux haussiers. Donc ça, c'est très intéressant et ça vous permet aussi ça vous permet grosso modo de vous baser sur
la stratégie sur NanoTrader pour que NanoTrader travaille pour vous, pour que lorsqu'il y a un signal, NanoTrader vous prévienne et NanoTrader, si vous le voulez, si vous l'avez configuré comme ça, NanoTrader peut aussi exécuter un ordre pour vous faire entrer en position selon le signal qui va être émis. Alors, en dessous, on voit un petit peu qu'est-ce qui est la source des signaux. Donc, je reprends ici la première partie, là, cette partie-là. Donc, je regarde en dessous, j'ai en fait une autre fenêtre. On appelle ça une sous-fenêtre. Et vous voyez une courbe donc, qui a été conçue et programmée par monsieur Larry Williams. Et vous voyez que c'est un indicateur technique de type oscillateur, puisqu'il fait des vagues ou des ondes, des ondulations. Et vous voyez aussi qu'il y a deux niveaux. Et ces deux niveaux, ce sont deux niveaux clés sur lesquels on peut jouer justement pour essayer d'adapter notre stratégie aux conditions de marché du moment. On verra ça après dans la partie où on travaille un petit peu avec l'optimisateur. Ici, on continue les explications. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a un croisement du bas vers le haut de cet oscillateur, eh bien, cela génère un signal. Ce signal, il est pris en compte à partir du moment où le filtre de tendance est à la hausse. Ici, on voit qu'on est en position. Ce trait horizontal est un ordre positionné automatiquement un ordre objectif. On appelle ça en anglais target. Et puis vous avez le stop en dessous qui est positionné. Et donc, dans notre cas ici, le marché touche l'objectif avant le stop. Du coup, la position est clôturée. Et du coup, la plateforme est capable de reproposer un nouveau signal. Et si vous l'aviez pris, ben, vous seriez fait là-haut avec un gain. Du fait que nous sommes en position ici, cela explique pourquoi là, lors du croisement à ce niveau-là, il n'y a pas eu de signal. Pourquoi? Parce qu'on était déjà en position et que la nano, elle ne va pas rajouter une position à une position. La nano, elle vous ouvre une position et jusqu'à ce que la position soit fermée, elle ne va pas vous ressolliciter avec un nouveau signal, quoi. Il faut attendre que la position soit fermée. Et là, on regarde de nouveau, on voit de nouveau une poussée. Ça se matérialise par ce signal, le triangle vert. Et à l'issue de ce triangle vert, grosso modo, il y a une entrée en position. Donc, basé sur le prix de clôture de cette bougie. Et puis, le marché poursuit sa hausse jusqu'à atteindre l'objectif. Oui. Alors, j'ai parlé de l'objectif, j'ai parlé du stop, mais il y a une troisième possibilité pour clôturer une position. C'est, en fin de compte, à la fin de journée, vous pouvez préciser l'heure à laquelle vous voulez que toutes vos positions encore ouvertes soient clôturées automatiquement par NanoTrader. Et on appelle ça un filtre, excusez-moi, un filtre flat. Et un filtre flat fait deux choses. Premièrement, s'il y a une position ouverte, ici on a dû mettre quelque chose comme, si ça c'est 21h56, peut-être, je sais pas, 21h59. Donc à 21h59 et 1 seconde, vous avez en fait une clôture automatique de la position. Et puis, entre maintenant 21h59 et minuit, même si vous avez un nouveau signal, la plateforme n'ouvrira pas une nouvelle position. Donc, le filtre flat fait office de flat, mais fait aussi office de bloc. Il va bloquer toute nouvelle entrée jusqu'à la fin, on va dire, jusqu'à la fin de la période qui est définie ici. Et en l'occurrence, là, on l'avait défini comme étant 21h59 jusqu'à 23h59, c'est-à-dire jusqu'à minuit. Ok, alors maintenant, je fais glisser la plateforme. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Je fais glisser la plateforme. Voilà. Je vais
je vais taper mini Nasdaq. Alors, vous voyez, ça sort pas comme ça. Il faut faire SDQ. Et là, on voit qu'en fait, il y a... Moi, j'ai accès, en fait, vous voyez, playback. Bon, moi, j'ai accès à différentes sources, on va dire, de prix historique. Ça, c'est moi, si j'ai avec mon compte, on va dire, de futur. Et puis ça, c'est moi qui ai un abonnement en parallèle pour travailler hors des séances de marché, etc. Bon, je vais prendre le mois de juin. Trade garde. Voilà, j'ouvre. Alors déjà, vous voyez, ça c'est le marché. Et là, vous voyez le carnet d'ordre. Et là, on constate tout de suite que quel est on va dire le spread sur le mini Nasdaq. Il est très compétitif. Vous voyez, la plupart du temps, il est de 1 tick. Et de temps en temps, il peut passer de 1 à 2 ticks. Vous voyez, maintenant c'est 1 tick. On le voit là. Là, quand c'est grisé, il n'y a pas d'écart. Et quand c'est orange, ça veut dire qu'il y a un écart. Vous voyez, vous voyez aussi la taille du carnet. Donc c'est un peu comme un DAX ou un CAC. Hein. C'est pas comme un mini S&P où vous avez des centaines de contrats offerts. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le mini Nasdaq, d'un point de vue de spread, c'est moins cher qu'un CFD. Alors, maintenant, je vais fermer ça. On va charger la stratégie. Donc, la stratégie, on la trouve dans ce qu'on appelle un modèle d'étude. Et dans ce modèle d'étude, il y a différentes choses, comme des signaux, comme l'accès au store. Et il y a aussi les stratégies. Et dans les stratégies, LW, vous voyez, ça arrive ici. Donc, on appuie. Et qu'est-ce qu'on a? On a en fait une stratégie qui s'est chargée sur notre écran. Donc, on regarde un petit peu en termes de temps. Là, il y a 3 jours. Les données historiques sont en 1 minute. On voit bien avec les couleurs. Hein, je vais décrire un petit peu les couleurs. Donc, vous avez déjà un filtre bloqueur pour définir pour vous empêcher de travailler durant la nuit. Vous avez la journée ici. Pour le moment, ça sert d'être réglé sur les heures européennes. Puisque vous voyez en bas 8h59, 9h. Donc on a l'impression que c'est 9h jusqu'à dans les 21h. Donc ça, c'est les heures européennes. On voit la moyenne mobile, oui, qui dit que voilà, dans ces zones-là, il faut travailler à la baisse. Dans les zones vertes, il faut travailler à la hausse. Et vous avez la répétition chaque jour de cette stratégie. En dessous, vous avez la fameuse courbe d'oscillation. Et vous avez les deux lignes. Vous avez la ligne là, on voit qu'elle est réglée sur 2. On voit que l'oscillateur, il varie entre pas 15 et moins 15, mais presque. Il est quand même centré sur le 0. Et là, c'est réglé comme étant 2 à moins 10. Donc moins 10, ça attrape très peu de cette fameuse courbe. Par contre, 2, ça crée beaucoup de signaux à la hausse. Alors, il ne faut pas oublier que cet instrument, le Nasdaq, était quand même en forte hausse depuis un sacré bout de temps, depuis 2009. Et que c'est peut-être pour cela que la stratégie par défaut, elle est réglée un petit peu plus avec un biais, on va dire, ou une préférence pour les signaux haussiers, quoi. Alors, ce que nous, on va faire, c'est que on va se mettre en position, je dirais, d'analyser la stratégie. Alors, la première chose à faire, c'est d'afficher cette fenêtre à droite, ici. Cette fenêtre, quand elle est réglée sur Eval pour évaluation, vous donne en fait le nombre de signaux, le profit total. Vous voyez,
quelques statistiques de base, nombre de trades, 5, nombre de trades gagnants, 2, perdants, 3, gain moyen sur perte moyenne, etc. etc. La deuxième information, ça va être, on va ouvrir la barre de personnalisation ici. Alors, dans la barre de personnalisation, on voit objectif, stop, réglé à 3 et 3, c'est-à-dire en fait 3 fois l'ATR, 3 fois l'ATR. Donc quand on est long, 3 fois l'ATR pour l'objectif, et quand on est short, 3 fois l'ATR. Et quand on est long, son stop, on le met à 6 fois l'ATR. Et puis quand on est short, son stop, on le met à 6 fois l'ATR. C'est ici qu'on définit l'ATR. 20 périodes, donc 20 minutes en fait. On peut changer ça bien sûr, maintenant je le garde par défaut, je ne vais pas tout bouleverser, je garde ça par défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit en bas? On voit que la moyenne mobile ici, elle est de 200. On a un bloqueur qui va jusqu'à 8h59. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va en fait mettre ça jusqu'à 14h59. Pourquoi? Parce que pour avoir étudié, on va dire, la stratégie en long et en large, le matin, c'est pas terrible, notamment que le Nasdaq n'est pas très sensible à ce qui se passe le matin. Donc il vaut mieux l'ouvrir ou le rendre tradable l'après-midi. D'ailleurs, vous voyez sur cet écran, vous voyez, que la nuit, voilà, vous avez des très petites variations. Le marché bouge, mais en termes de volatilité, c'est-à-dire la taille des bougies, c'est extrêmement minuscule par rapport à cette phase-là où, vous voyez, une bougie ici peut faire jusqu'à 6655, 6645, 10 points. Vous voyez, alors que là, au milieu de la nuit, cette bougie, elle fait 0,25 points, quoi. Ouais. Donc, on se base sur l'après-midi. On ne veut plus faire de trade après 21h. Ouais, ça c'est raisonnable. Et on a un flat à 21h59. C'est ce que j'avais expliqué avant. Alors, maintenant, en bas, on accepte les signaux longs, on accepte les signaux short. On peut retourner la position en cas de signal opposé. On va retirer cette condition. Pour le reste, on laisse les choses comme ça. Ici, on a les réglages du morceau de code dans lequel la stratégie de Larry Williams est grosso modo calculée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais rajouter quelques jours supplémentaires, mais ce que je vais faire, c'est que je vais décider de quelle variable je veux optimiser et quelle variable je veux pas optimiser. Donc, profit target, stop fixe, etc. Tout ça, on va laisser de façon variable. Alors, regardons un petit peu. On prend le 3. Vous voyez que le 3, on peut le faire varier entre 0 et 100. 100 fois l'ATR, c'est beaucoup trop grand. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre 10 fois. Et puis, 0 fois, ça n'a pas de sens de coller littéralement un objectif au niveau du prix de clôture de la bougie et ça n'a aucun sens. On va le mettre à 1. Et on va faire ça pour les autres paramètres. Voilà. Et même chose ici. 1, 10. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre contrôle des opérations et de décider de ce que je veux optimiser ou pas. Ici, vous avez l'information de la moyenne mobile. Alors moi, je vais la fixer, c'est-à-dire, vous voyez ici, fixer le sentiment actif. Vous cliquez là-dessus, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, la valeur, elle ne peut plus bouger, puisque le minimum et le maximum sont égaux à la valeur actuelle. Donc, ça ne peut plus bouger. Quand on regarde le reste des éléments ici, ça, c'est comme une sorte de viseur. Ça permet de définir notre courbe qui permet de déclencher les ordres. Donc, cet élément, il faut le rendre fixe
comment fait-on? Clic droit, fixer. MetaCentimeter, grosso modo, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de créer une courbe qui ressemble plus à une moyenne mobile, ça ne nous intéresse pas. Et grosso modo, on va fixer ça en faisant fixer. Voilà. De cette manière-là, quand on va optimiser, aucun de ces paramètres ne va bouger. Ici, on va tout rendre fixe. Pourquoi? Parce que on va maintenant décocher juste les deux lignes qui sont ici, cette ligne et cette ligne. Donc ça, on va décocher. Donc ici, je suis là au niveau de upper limit qui est égal à 2. Vous voyez, 2 égale 2 égale 2. Maintenant, je vais mettre remise à 0 et vous voyez soudainement 1 et 20. Alors, je ne vais pas mettre 0, 1, je vais mettre quand même une fois. Et 20, ça me paraît trop. Je vais mettre... qu'est-ce qu'on avait? On avait 15 et moins 15. Donc, bon, on va laisser ça comme ça, quoi. On va laisser ça comme ça. Et ici, la même chose, remise à 0. Donc, la valeur actuelle, c'est moins 5. Et ça évolue entre moins 20 et moins 0,1. On va mettre moins 1 ici. Et maintenant, je vais vous montrer maintenant où est la fonction optimisation. Mais avant ça, je vais charger la courbe d'equity. Voilà, elle est là. Je la mets dans l'écran ici. MetaCentimeter, je n'ai pas besoin de voir. Ça, c'est que intéressant pour voir on va dire le détail. Mais maintenant, je vais le baisser. Je vais juste laisser la courbe d'equity. J'appuie sur ce bouton pour que maintenant on voit apparaître les signaux. Donc, si on prend juste ce qui s'est passé ici, vous voyez là, juste pour montrer, là, on a eu deux signaux en fait. On a eu un premier signal ici quand à la clôture, un signal à la baisse. On rentre en position en fait à l'ouverture et on touche l'objectif qui est très proche ici. Et un peu plus tard, on a de nouveau un signal, on rentre en position et là, le marché remonte, va nous toucher notre stop. Donc là, on perd. Et ici, on gagne, oui. On rentre en position et le marché à un moment vient toucher notre objectif. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter 100 jours, par exemple. On est sur du 1 minute. Voilà. Donc, vous voyez que le marché est quand même dans une situation différente que l'an dernier où il était essentiellement en train de monter. On élargit la période d'évaluation. Voilà. Et vous voyez que bon, ça donne quelque chose qui est déjà juste naturellement pas mauvais, quoi. Donc, ce que l'on va faire, c'est on va, sachant qu'il n'y a que l'objectif, le stop et les deux réglages ici, 5 et moins 5, ça, ce sont on va dire les variables qui sont variables. Tout le reste est fixe. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je me mets sur MetaCentimeter, ici. J'appuie sur ce bouton. On a l'optimisateur, quoi. Et je lance maintenant l'optimisateur. Voilà. Alors, je l'ai réglé pour un maximum de 10 000 essais et je l'ai réglé pour un maximum de 1 heure. Alors, je le fais tourner. Et lui, par défaut, au départ, qu'est-ce qu'on avait? On avait 6 000 euros. Donc maintenant, il cherche. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que vous pouvez le voir travailler. Vous voyez ici, il essaie différents réglages. Donc, par exemple, 5 moins 5, il n'a pas touché encore. Il a juste joué sur le profit et le stop. On était parti de 3, 3, 6, 6. On est à 3, 6, 3, 6. Donc, 3, 6, 3, 6, c'est déjà 3 fois meilleur que ce qu'on avait comme réglage précédemment. Vous voyez la courbe derrière qui se dessine, quoi. Donc, on ne cherche pas bien sûr la perfection, mais ouais, ça c'est une très belle courbe. On cherche un réglage de stratégie qui, dans les conditions actuelles que l'on a définies comme étant du début d'année jusqu'à maintenant,
on cherche quelque chose qui a répondu d'un point de vue historique, en faisant le pari que si ça a répondu d'un point de vue historique, ça va continuer de répondre d'un point de vue dans le futur. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Ça peut être vrai, ça peut être faux. On ne peut que savoir si on essaye. Moi, je me base beaucoup sur ces raisonnements pour mettre des stratégies en mode automatique. Et donc, je dois dire que au fil des années, je crois qu'il y a quand même une certaine vérité. Si une stratégie fonctionne sur une certaine période et vous l'essayez pour les 3 prochaines années, elle va tendre quand même à fonctionner, sauf que peut-être elle pourra bien avoir 1 mois ou 5 mois ou même 18 mois, ça m'est arrivé, où là, la stratégie ne performe pas trop bien, et puis soudainement elle se remet à performer un peu plus tard. Il faut être un peu patient, et c'est pour ça qu'il faut aussi être un peu organisé, etc. Donc bon, on ne va pas passer la soirée, mais vous voyez que 3% de notre temps a été investi et on a déjà trouvé toutes ces solutions. Donc, je vais faire un stop, je mets ça de côté. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple une très belle courbe. Qu'est-ce que ça veut dire cette courbe? Ça veut dire que, grosso modo, on tend à capturer des trades gagnants. Et si j'appuie sur ce résultat qui est affiché ici, si j'appuie sur ce résultat qui est le premier résultat, le meilleur résultat, je vois comme réglage 10, 7,45 et ici 5,79 et 10. Donc, je regarde ici et je vois comme réglage 1 et moins 1. Donc 1 et moins 1, ça veut dire que c'est déjà quelque chose de symétrique. On était parti de 5 et moins 5. Et ça veut dire qu'au niveau de l'oscillateur, on a notre ligne qui déclenche au niveau 1, mais on a aussi notre ligne qui déclenche au niveau moins 1. Donc c'est symétrique. D'un autre côté, le marché, il est dans une phase où il y a autant de ventes que de, il y a autant d'achats que de ventes. Vous voyez, le marché baisse, puis le marché monte, puis le marché baisse, puis il monte. On est typiquement dans un range, donc ce genre de résultat, c'est pas anormal. 1, moins 1, on avait 5, moins 5. Et ici, au niveau de l'éloignement, on a 10. Donc quand on est long, on a 10. Quand on est short, on a 7,45. Donc on va dire 8. Et puis au niveau du stop fixe, on va dire 6 et 10. Donc quand on est short, on doit éloigner notre stop. Et pourquoi pas? Je veux dire pourquoi pas. Alors quand on appuie sur les autres réglages, vous voyez, par exemple ici, qu'est-ce qui change vraiment? On regarde, là, ouais, c'est ici que ça a changé. 5 moins 1. Et là-haut aussi. Donc 5 moins 1, ça veut dire qu'on privilégie. Non, ça veut dire que quand on éloigne en fait le. Attendez, je vais vous montrer. Je ne peux pas sortir maintenant de cette fenêtre, donc je ne peux pas aller dans l'écran. Mais ce que je peux faire, c'est je peux vous remontrer ça. Rappelez-vous, ici, grosso modo, cette ondulation, elle est axée sur le zéro. Cette ligne, ça peut être par exemple 1. Cette ligne, ça peut être moins 1. Vous voyez? En l'occurrence, ici, c'était plutôt, vous voyez, 2, moins 10. Donc 2, ça permet de capturer, ça coupe les ondulations, ça crée des signaux longs. Et le moins 10, il est presque en dehors de l'ondulation, donc il y a très peu de signaux short. Vous voyez? Donc quand on fait 1 et moins 1, en fait, on capture plein de signaux, aussi bien longs que short. Quand on fait 5 moins 5, on en capture un peu moins parce qu'on commence à être un petit peu vers les extrémités. Mais quand on fait 5 et moins 1, on privilégie en fait les signaux short. Et 5, c'est-à-dire on est un petit peu plus éloigné, hein, ça c'est 2 ici. Donc 5, on est peut-être au-dessus de ça, ou juste au niveau du bout de ces mouvements. Donc dans ce cas-là, en fait, on privilégie le short plutôt que le long. Alors, on continue de regarder.
Ah oui, quelle belle courbe, hein. Quelle belle courbe, 30. Donc là, on a quoi? 5 moins 1,8. Donc en pratique, on peut arrondir, hein, on peut dire 5 moins 2. Ça, je pense pas que ça change dramatiquement la courbe. 5,6, 6, donc on peut presque dire 6 et 6, 4 et 8. Là, c'est quand même différent au niveau des stops. Il n'y a pas de symétrie entre long et short. Et puis, on continue. Voilà. Donc, donc là, on a 5 et moins 1,8, 3 et 6 et 3 et 6. Donc là, il y a une symétrie. Là, on a très peu touché à l'objectif et au stop. On a surtout touché ici. On avait 5 moins 5, on est passé à moins 1,8 et on a cette belle courbe. Donc, je dirais, restons sur cette courbe. Je ferme. On peut bien sûr étudier toutes les possibilités, hein, et on peut allonger la période de temps, etc. Mais vous voyez que l'outil est quand même extrêmement performant parce qu'il vous trouve le réglage. Après, c'est à vous d'interpréter et de dire est-ce que ça a un sens, etc. Donc là, par exemple, on va mettre, on va mettre 6. Ici, on va mettre, par exemple, 3. Ouais. Donc la courbe change bien sûr quand on change ça, mais là maintenant on est un petit peu avec des résultats presque symétriques. On a du 3 et du 3 et du 6 et du 6. Ce qui est toujours bon un petit peu d'avoir des choses symétriques, hein. Et là on a 5 moins 1,8. Alors ce qui est intéressant, c'est de dire par exemple, regardons l'impact au niveau de l'analyse sensitive, c'est-à-dire on va un petit peu réduire ici l'étude, on va se mettre entre 1 et 10, un petit clic droit, sensibilité du paramètre, on va regarder comment varie lorsqu'on fait varier ce paramètre, quel est l'impact sur le résultat, c'est-à-dire sur ce qu'on voit affiché là, 22 210. On va voir l'évolution de ce 22 210 lorsqu'on fait varier en fait ce paramètre. Comme ça va nous permettre de comprendre quel est l'intérêt de ce paramètre dans cette stratégie. Ah, je vois qu'il y a une question. Juste à titre indicatif, est-ce possible d'utiliser la courbe d'equity en temps réel? Non, la courbe d'equity, c'est toujours après coup. C'est toujours après coup, Alain. Alors ici, j'ouvre en grand. Vous voyez, qu'est-ce que je vois? Bon, déjà, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que je vois ça. Du 1 jusqu'au 2, on a une courbe qui ne fait que monter pratiquement de façon continue. Et là, il y a une stagnation au niveau du résultat. Le résultat, on le voit sur le côté gauche. Et ça, c'est le réglage, c'est-à-dire ce 5 qu'on voit ici. Quand on le met sur 2, ça nous donne cette performance-là. Donc, nous, on est sur 5. 5, c'est ici. Donc, on voit que au niveau de 5, ça donne la même performance que si on est sur 2. Donc, ça tendrait à dire que 2, c'est presque meilleur même. Vous voyez? D'un autre côté, si on est un peu plus haut vers 6, on a encore un meilleur résultat. De quoi parle-t-on? 2, on est à 23 000. 5, on est à quasiment 22 000. Et 6, on est à 24 000. Donc, tout ça, c'est un petit peu... c'est pas des grands écarts. Donc, on va garder ça. Celui-là, on va aussi le faire pour garder par curiosité, hein. Donc, on va mettre moins 10. Voilà. Je vous montre un petit peu comment je travaille, hein. On va regarder. Bien entendu, notre réglage, on peut que... si on veut savoir est-ce que ça va continuer, il faut l'essayer. Il n'y a pas à tortiller, il faut l'essayer, quoi. Et vous pouvez avoir des périodes. Ah, regardez, ça c'est aussi intéressant, hein. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit ici, attendez, je vais resserrer le... On voit ici que, vous voyez, on part de moins 1. Donc, quand on est à moins 2, on est au niveau de 14 000, là. Moins 1,5, on est même plus haut, vers 20 000. Et puis après, on revient vers ce niveau quand on est vers moins 4,5.
Donc nous, on avait avant un réglage, rappelez-vous, à l'origine de 5 et moins 5. Donc moins 5, on est exactement vers ce niveau qui est quand même assez compétitif. Mais on voit qu'il y a un niveau même plus compétitif, c'est si on est vers justement moins 1,7, exactement le réglage qu'on voit ici. Vous voyez, donc là, l'optimisateur, il a trouvé ce point haut qui doit être à 1,8, moins 1,8, il l'a trouvé. Et donc, on peut le laisser là, ou alors on peut se mettre à moins 5, alors on revient au niveau où on était à l'origine. Donc, voilà. Maintenant, regardons un petit peu le type de quoi on parle au niveau de ces réglages, etc. Donc ici, si on prend la journée d'hier, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, ça donne quoi? Ça donne que vous avez un premier trade, short, vous êtes fait, vous sortez la courbe d'equity. Alors l'equity, rappelez-vous qu'il y a un petit changement qui a eu lieu récemment, et on peut démarrer chaque journée avec 0. Vous voyez, donc on commence à 0, on a ce trade, et puis on enchaîne par un autre trade, et ce trade, il va nous emmener en fait jusqu'à la fin de journée, et le marché descend jusqu'à quasiment l'objectif qui est là. Sinon, on serait sorti sur la base du flat. Oui. Donc, pourquoi tout ça? Parce qu'on a un stop fixe. Il est basé sur un multiple de l'ATR. Vu que l'ATR ici est grand par rapport à l'ATR qui était valable avant le premier trade, eh bien, nos objectifs et nos stops sont poussés beaucoup plus loin. Et du coup, on attrape ce grand mouvement qui est bien pour nous, et etc. Quoi. Ici, on a un trade gagnant ici pour commencer la journée qui nous amène là. Puis on a un trade gagnant ici qui nous amène là, sur ce plateau. Et maintenant, on a eu un trade perdant où on a reperdu grosso modo plus de la moitié de notre gain de la journée. Ouais, donc maintenant, ça c'est du trading. Ça représente du trading automatique. Dans la pratique, peut-être que vous avez gagné, vous arrêtez. Hein. Ça c'est, on peut que savoir ça plus, je dirais, à vous de voir quoi. Ici, mauvaise journée, on rentre, le marché oscille, on perd. Ici, on gagne, on perd. Vous voyez, c'est intéressant, on voit un petit peu la taille des gains. Ici, on attrape ce beau mouvement, mais on a commencé par une perte. Vous voyez, on a commencé par une perte petite, puisque l'ATR est petit, donc ben, on est rentré, on a perdu peu, ce qui représente cette petite baisse. Puis après, on attrape un beau mouvement, et on réattrape un beau mouvement. En fait, ce grand mouvement, on l'attrape en deux coups. En gros, on a tout attrapé, puis après, on a un trade, le marché part latéralement jusqu'à la fin. On repère un tout petit peu de ce qu'on a gagné. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai tradé cette stratégie, enfin, je la trade toujours, et je retrouve un petit peu cette performance, mais pas aussi bien, parce que moi, j'ai le réglage que j'avais au mois de mars dernier, lorsque j'avais fait la présentation lors du salon du trading, et j'avais un réglage un petit peu différent. On va mettre le réglage que j'avais. Donc là, on enchaîne. Donc en termes d'objectifs, je crois que j'ai 6 et 6. 6. 6, 6. Donc vous voyez que ça ne change pas au niveau de la qualité de la courbe, elle reste quand même très bien orientée. Par contre, ici, il me semble que j'ai ce fameux 2 et j'ai moins 10 ici. Voilà. Voilà ce que j'ai comme réglage. Vous voyez? Donc moi je suis rentré vers le mois de mars. Donc depuis le mois de mars, je trade et en fait, un coup je gagne, un coup je perds, un coup je gagne. Parce que peut-être mon réglage était adapté pour le backtest précédent. Vous voyez? Donc peut-être que ce qu'il faudrait que je fasse au vu de cette étude que nous sommes en train de faire ensemble, il faudrait que je modifie le réglage de manière à m'adapter un peu aux circonstances actuelles. Et alors, peut-être la prochaine présentation vers le mois de, peut-être au mois de septembre, on verra est-ce que maintenant j'ai comment dire, eu un parcours gagnant ou neutre ou perdant. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il faut un petit peu prendre de risque, il faut un petit peu essayer.
Mais il faut limiter le travail, on va dire, il faut pas tout optimiser, même le régleur là, ouais, il faut pas tout faire n'importe comment. Voilà, donc je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, pour le gros de la présentation, j'ai expliqué un peu ce qu'il en était. Oui. Donc ça, ce critère, il est très important, ce -5 là. Et même ce 2 est important. Oui. Moins 1,8 on avait, je crois. Oui. Là, un peu mieux, un peu plus de pente là. Et puis là, on avait bien sûr encore un autre stop, etc., quoi. Donc voilà, donc je reviens sur la page de présentation. Donc, alors j'ai indiqué une page qui s'appelle l'optimiseur vous aide à trouver des solutions. Vous reconnaissez l'outil, vous l'avez vu maintenant, il sera en vidéo demain ou après-demain, donc voilà, les informations sont là. Et le réglage, alors j'avais un réglage légèrement différent. Vous voyez, en termes d'objectif 6 et 6, qu'on soit long ou short. En termes de stop, 4 et 4. Et le réglage 2-2, ça donne ce type de courbe qui est pas mal aussi, avec un gain de l'ordre de 20 000 sur une période de combien, de janvier, février, mars, avril, de 4 mois pleins, quoi. Oui. Avec un marché qui monte, descend, qui est dans un range, et des conditions de volatilité qui sont les conditions actuelles, quoi. Voilà, donc alors je vois une question là. Comment éviter le margin overnight en tradant le max possible? Bon, la première chose, c'est que ici, on a un filtre flat, vous voyez, 21h59, 23h59. Donc on pose ça et déjà on ne trade pas durant la nuit. Donc on ne garde pas de position overnight, tout simplement. Et donc on fait que des trades dans la journée. Ça ne sert à rien de garder les positions overnight si il faut tester. Il faut retirer le flat. On a qu'à une fois le faire. Donc on est là. On va retirer le flat pour voir. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On a 236 trades pour 18 000. Et si on met le flat, on a 23 000 pour 243. Donc on a un peu plus de trades, mais on a 5 000 de plus. Par rapport à 18 000, on a 5 000 en plus. Donc c'est quand même mieux de mettre le flat. Plus, il n'y a pas eu de grand mouvement durant la nuit, mais si vous mettez, si vous, vous gardez vos positions, vous risquez de perdre ce que vous aviez gagné. Enfin, il n'y a pas de question, quoi. En général, comment éviter éviter le margin s'il ne faut pas avoir de position. Alain, ça veut dire qu'il faut mettre un filtre flat et vous n'avez pas de position. C'est tout, hein. D'autres questions? Donc, j'ai mis ici le réglage. Vous pouvez mettre ce réglage, vous pouvez appuyer sur ce fameux bouton et essayer par vous-même. Vous verrez, c'est vraiment très, très intéressant, quoi. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste conclure avec cette page que j'ai un petit peu retravaillée. Devenez un meilleur trader avec WH Self Invest. Ça, c'est exactement ce que je pense. Nous sommes une société qui plaisons, je dirais, aux gens qui aiment le trading et notamment qui aiment fabriquer des stratégies et prendre leur destin en main. Et ça, ce sont les trophées qui attestent de notre image de marque, je dirais, ou de notre valeur dans ce marché du courtage. Et quels sont les points qui sont souvent mis en avant par ces différentes enquêtes, sondages, trophées, etc. C'est le service client, c'est la plateforme, on vient de le voir, qualité des exécutions, ça c'est très important. Ça ne sert à rien d'avoir un spread serré si les exécutions sont pourries. Il faut avoir un bon spread et des très bonnes exécutions. Cette année, c'est notre 20e année. Donc, vous voyez maintenant, depuis 20 ans, notre vocation, c'est quoi? C'est d'aider nos clients à devenir de meilleurs traders. Donc, c'est une histoire
développer une plateforme surpuissante comme NanoTrader, de donner des idées à nos clients. Les clients sont libres, ils reprennent les idées, ils les développent comme ils veulent, ils modifient les idées, etc. Et bien entendu, cette présentation va terminer sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez consulter les autres présentations. Il y a plus de 1600 vidéos aujourd'hui, je crois. Et voilà. Donc, une bonne soirée à tout le monde. S'il y a d'autres questions, allez-y. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.